Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Jérôme Dédéian, il est associé de toutsurmesfinances.com et président de Mon Partenaire Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine pour tous, qui existe aujourd'hui. Qui existe, d'accord. Alain Madelin, cofondateur du fonds Latour Capital, et Christophe Sirug, associé chez Tilder. Un point avec vous sur ce que vous disiez à l'instant, Jérôme Dédéian, filet de sécurité pour les plus fragiles. Ouais. Vous mettez quoi derrière filet de sécurité ? Le filet de sécurité, c'est que quand on est dans une situation de choc à ce point, il y a forcément des gens qui vont être plus précarisés que d'autres. C'est clair. De ce point de vue-là, en France, on n'est pas trop mal servi parce qu'on a une protection sociale qui fonctionne plutôt remarquablement bien, mais il y a toujours des trous dans la raquette dans des dispositifs d'accompagnement de gens qui sont en situation de précarité. Et donc il faudra veiller vraiment à être sûr que personne n'est laissé de côté. Si on veut que la politique de l'offre, qui est le pari du gouvernement et qui est le seul possible pour essayer de nous sortir de cette ornière quand ça repart, ou en faisant repartir les choses le plus vite possible, soit acceptable par la population. C'est quoi l'outil ? Alors, il y a deux outils. Pour moi, il y a un outil évident qui peut aller jusqu'à un équivalent de revenu garanti ou de niveau de confort garanti pour être sûr qu'on n'est pas complètement à la rue. C'est marrant, j'en étais sûr. Ça, c'est la première chose. Le deuxième outil... Ça me rappelle un rapport de Christophe Sirug. Le deuxième outil, ça se passe dans les entreprises. Et ça, vous savez, je veux dire, militant un jour, militant toujours. Quand vous demandez, et notamment avec les nouveaux accords de performance collective, qui en ce moment sont des accords qui permettent de sauver des boîtes, et notamment de sauver des boîtes industrielles, dans l'aéronautique, dans l'hôtellerie, même en ce moment sur ces accords dans la restauration. On dit, il y a des efforts qui sont faits par tout le corps social, et notamment par les salariés, en termes de temps de travail, en termes de rémunération. Il faut promettre une clause de retour, de partage des fruits du retour à meilleure fortune. Et donc, ça, c'est essentiel. Et donc, évidemment, les mécanismes pour lesquels je milite depuis des années, et je ne cesserai pas de le faire, de participation, d'intéressement, de partage du profit, sont nécessaires. J'ai un cas en tête d'un de nos clients dans l'industrie aéronautique qui est sinistré. Évidemment, les avions ne volent plus. Donc, je ne vous fais pas un dessin sur la maintenance des avions. Ceux qui font des prestations de maintenance pour les avions, il n'y a plus de carnet de commande. Bon. La boîte est sinistrée, il y a des accords de performance collective qui se mettent en place où tout le monde fait un effort, le patronat et les salariés. Et à la fin, c'est surtout les salariés pour lesquels c'est compliqué. Temps de travail, rémunération. On a déployé en parallèle un renforcement des accords de partage du profit et un dispositif d'actionnariat salarié. Avec énormément de gratuité dans ce dispositif, d'aide pour devenir actionnaire. Et le jour où ça repart, avec un peu de chance, tout le monde en bénéficie. C'est absolument nécessaire dans une négociation de ce type. Christophe Sirug, vous croyez que c'est le Sirug Time, là, le moment où effectivement ce fameux rapport que vous aviez commis à l'Assemblée nationale va finir par s'imposer? Parce qu'on en parlait déjà hier. On évoquait les effets collatéraux négatifs du numérique qui accentuent la polarisation des très compétents, très bien rémunérés et des sans qualification. Mais il y a un moment, il faut leur apporter une réponse à ces gens. Et c'est vrai que ce soit la fusion des minima sociaux, un revenu minimum garanti, on peut mettre universel pour faire joli, mais ce sera jamais universel. Ça fait quand même partie de la panoplie qui devient presque crédible. Vous avez, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, des évolutions de parcours professionnels qui sont extrêmement chahutés. Et si vous n'avez pas de dispositifs qui permettent de garantir que finalement tout le monde que personne ne pourra tomber à ne pas pouvoir se relever, et donc avec un coût pour la société, il faut quand même le mesurer comme tel, je pense que ne pas intégrer cet élément-là est un vrai risque à un moment de fracture extrêmement importante de la société. Ça existe. Regardez certains pays, je pense aux États-Unis, mais il y en a d'autres. Ça existe, c'est-à-dire des endroits où il n'y a tellement pas de dispositifs qui permettent justement de venir en aide, eh bien que vous avez des fractures profondes. Et beaucoup vous diront qu'on a des dispositifs en France qui sont particulièrement larges aujourd'hui. Mais Jérôme le disait, on a des dispositifs, fort heureusement, qui justement permettent socialement de plutôt aujourd'hui amortir les choses. Le problème, c'est qu'à un moment, ces dispositifs, j'ai fait le rapport là-dessus, ils sont inégaux, ils sont injustes, ils sont Il y a des effets d'agence considérables. On en a fait tous, plusieurs, on a fait des rapports là-dessus, j'en ai dû en faire 3 ou 4. Essayons à un moment de repartir sur des bases extrêmement, partagées, parce que c'est des choses qu'il faut faire dans le cadre d'un vrai travail commun. Mais je regrette qu'on soit pas dans cet état d'esprit-là aujourd'hui. Ça avait été annoncé. Je vous rappelle que le président de la République l'avait annoncé. Le revenu universel d'activité. Exactement. Et en plus lié à une formation et à l'accompagnement. Bon, il est possible que alors j'ai une auditrice, on l'évoquait hier, parce que après ce sujet est toujours compris comme il y a de l'assistanat derrière, donc il faut expliquer que c'est une réflexion plus profonde. Mais Catherine m'avait écrit hier, arrêtons de mettre encore du sparadrap qui va encore renforcer la non-responsabilité des gens. Bon, je pense que c'est une erreur. D'abord,
vous l'avez dit, hein, le débat sur l'assistanat a tué toute réflexion, j'allais dire, un peu sereine, saine sur ces questions-là. Ça a tué, comme si les gens, vous aurez toujours des cas, mais comme si les gens avaient plaisir à se maintenir dans une situation invraisemblable. Bon, donc je pense qu'à un moment, il faut revenir à quelque chose d'un peu plus raisonnable et de se dire que c'est l'intérêt général, hein, que d'avoir des dispositifs qui permettent à tout le monde. Alors, pas comme ça, pas, j'allais dire, sans contrepartie, pour revenir sur un sujet. Il y a des enjeux de formation qui sont essentiels, il y a des enjeux d'accompagnement. Moi, j'ai souvent dit, quand vous avez des problématiques de santé lourdes, il faut d'abord gérer ces problématiques-là avant d'espérer pouvoir retrouver un emploi, repartir, etc. Et je mets en garde. Personne n'est à l'abri, dans une société comme la nôtre aujourd'hui, à un moment de chuter, parce que divorce, parce que perte d'emploi, parce que problème de santé, etc. etc. J'entendais d'ailleurs hier sur une chaîne concurrente un intérimaire qui témoignait et qui disait les intérimaires sont un peu oubliés. Il racontait que lui, alors c'était un cas évidemment, un cas ne fait pas une généralité, mais il racontait sa situation où il se voyait aujourd'hui, à horizon quelques mois, basculer dans la pauvreté sans pouvoir payer sa baraque, ses loyers, sa mutuelle et son assurance automobile. Vous avez dit une phrase à la Madeleine avant la pause, les dettes ne seront jamais remboursées. Mais j'ai envie de dire, comme toujours, on fait rouler la dette, il n'y a rien de nouveau, elle est de facto perpétuelle. Mais en fait, chaque année, et pour que les gens comprennent, Alain, à chaque fois qu'on a une dette qui arrive à échéance à l'agence France Trésor, cette dette-là est remboursée rubis sur longue à échéance et remplacée par une nouvelle. Mais donc en fait, on rembourse nos dettes, mais d'une manière... Surtout, au bout du compte, au sein du bilan de la Banque Centrale Européenne. Donc on va faire rouler les dettes indéfiniment, avec un effet redoutable, c'est que ceci nous prolonge dans le monde des taux zéro et des taux négatifs, parce que si ces taux augmentaient, si les banques centrales laissaient augmenter ces taux, bien évidemment, ce serait une boucherie. C'est le scénario de Jérôme, là. Ah oui, donc, on se retrouve dans des taux durablement, dans de l'argent gratuit. Nous sommes passés de l'autre côté du miroir, de Alice au pays des merveilles. Avec cet argent gratuit qui profite, je le rappelle toujours, aux plus riches, car eux, ils peuvent s'endetter sans problème, on ne prête qu'aux riches, et qui a des effets destructeurs de l'économie. Il ne faut pas être totalement négatif, hein, parce que on pourrait avoir un bon usage de l'argent gratuit. Il faut être extrêmement vigilant. Tout à l'heure, j'ai évoqué que cet argent gratuit pouvait être utilisé pour faciliter la réforme de l'État. On peut imaginer que cet argent gratuit puisse être mobilisé pour les innovations technologiques, les progrès industriels qui peuvent fabriquer une nouvelle croissance. Donc donc il peut y avoir un côté positif, il y a un côté négatif. Est-ce que l'on va bien utiliser ces taux négatifs qui sont durables, je le répète, pour les raisons que j'ai évoquées, ou est-ce qu'on va les utiliser un peu que n'importe comment, ce qui a l'air d'être un peu le cas, puisque sous la pression de certaines idéologies et sous la pression du populisme ambiant, on va vous dire, il n'y a qu'à financer, il y a de l'argent, il n'y a qu'à financer, il n'y a qu'à financer, il n'y a qu'à financer. Et à partir de ce moment-là, on rentre effectivement dans quelque chose qui dévalorise la monnaie, notre monnaie, l'euro, avec là encore une sorte de frein, puisque au fond ce qui arrive à l'euro arrive à toutes les grandes monnaies, de telle sorte que les gens qui cherchent à placer leur argent dans des actifs financiers sûrs, si vous avez même le phénomène en dollars que le phénomène en euros, ce sera neutre et ça prolongera encore davantage cette situation totalement inepte des taux négatifs. Je suis viticulteur, m'écrit Stéphane. L'État nous doit des subventions européennes depuis 2015 à cause de son administration incompétente. Rien ne vient. Donc, comment peut-on penser qu'ils seront capables de distribuer les aides européennes en seulement 6 mois? C'est sur l'efficacité du plan de relance. C'est pas quand même faux. Allez-y, Christophe. Non, je voudrais juste dire qu'il y a un élément quand même complémentaire qu'il faut mettre dans le débat. Tant que tous les pays sont dans la même situation, c'est-à-dire confrontés... C'est très important. Tant que tous les pays sont confrontés au même problème. Vous avez une mobilisation de l'Europe, vous avez une mobilisation et finalement une forme d'acceptation générale des situations très particulières, notamment par rapport au déficit.
Parce que on voit bien que la deuxième vague ne sera pas de même nature. Si les pays commencent à avoir des actions qui se différencient, s'il y a des bons élèves et des moins bons élèves, ça devient chaud là. Eh bien, je pense que cette acceptation générale va voler en éclats, qu'on va demander des comptes. Et quand on regarde la situation de la France par rapport à l'Allemagne, par exemple, elle est plus mauvaise en France qu'en Allemagne. La relance est plus évidente en Allemagne qu'elle ne l'est en France, pour ne prendre que cet exemple-là. On sait bien qu'il y a les pays frugaux de l'Europe qui vont pas tarder de dire, écoutez, maintenant, on arrête la fin de la partie, ça suffit. Et là, on va arriver dans des situations extrêmement dangereuses, vu les déficits dont on parle, et la composition de la dette telle qu'elle est faite en France. Enfin, et le fait qu'elle est détenue beaucoup par des investisseurs internationaux. C'est à ça que je faisais référence. Donc j'ajoute cet élément dans le débat, non, parce clair. C'est absolument clair. Pour revenir sur ce que disait Alain Madelin, tant que le discours était que celui des populistes, c'est-à-dire, en gros, on dépense toujours plus. Bon, aujourd'hui, je vous rappelle quand même que c'est pas un populiste qui a dit peu importe ce que ça coûte. Et le peu importe ce que ça coûte, au-delà de la phrase, faut quand même comprendre ce que ça donne comme message. Et donc moi, je pense qu'on est, j'espère me tromper, mais en tout cas, je pense qu'on est devant des débats européens qui vont devenir extrêmement difficiles et qui vont rendre encore plus complexe la situation française. C'est vrai pour l'Europe, ce n'est pas vrai entre la Fed et l'Union européenne, entre la Banque centrale et la BCE, etc., entre la Banque d'Angleterre et la BCE. Mais il y a, tout à fait d'accord, il y a un vrai problème de réaction différenciée, ce qui est une sorte de frein à ce que je viens de dire, à l'intérieur de l'Union européenne. Vous évoquiez la réforme de l'État. Ce matin, on parlait avec Jean-Marc Daniel de la pause d'une réforme d'ailleurs qui n'a jamais été engagée. Là, vous avez des gens qui vont vous dire, non, Alain Madelin, c'est pas l'année du Covid qu'on va faire une vraie réforme de l'État, c'est pas possible, c'est pas le moment. Et ça fait sourire de voir qu'il y a 157 équivalents temps plein supprimés dans la fonction publique d'État l'an prochain sur 2 300 000 agents. L'argument Covid oblige, réforme impossible s'entend ? Non. Non ? Non. De la même manière qu'ils ne s'entendraient pas pour une entreprise, c'est dans les difficultés que les entreprises se transforment le plus. Et donc, ça devrait être la même chose pour la puissance publique. Ouais, excepté que vous avez bien vu qu'on fait des emplois aidés, qu'on va essayer de trouver des pis-aller et qu'effectivement, ça met en pause toutes les espérances que l'on pouvait... Ah, vous pensez qu'on pouvait quand même... Et ça accroît le risque de divergence qu'évoque Christophe et du fait que la France se retrouve marginalisée le jour où certains ont des résultats que nous n'aurons pas obtenus. Christophe Sirugue et Alain Madelin, après encore. Moi, je vais m'inscrire un peu dans un discours différent et ça surprendra personne. Alors, c'est vrai que par rapport aux 3300 ou 3500 emplois qui devaient être supprimés dans cette année, ce sera flat pour le moins. Cela étant... je fais toujours attention aux comparaisons qui sont faites avec les autres. La France est un pays centralisé. Comme ça, c'est l'histoire, hyper centralisée. Et moi, personnellement, je vois bien qu'on ne peut pas dire il faut que ce soit géré par les préfectures dans les départements au plus près. Elles n'ont plus aucun moyen, ces préfectures. J'ai été élu local longtemps, il n'y a plus rien. Donc le sujet, il est plus de savoir comment on déconcentre, mais vraiment, des emplois qui sont concentrés. On a créé des agences dans tous les sens qui doublonnent les services de l'État au niveau national, parisien. Et dans le même temps, alors qu'on a besoin, vraiment d'adapter aux situations locales, le viticulteur qui parlait tout à l'heure, mais il y a plein de situations extrêmement qui nécessitent une expertise, une connaissance fine du territoire. Il n'y a plus de moyens dans les préfectures. Enfin, pour ceux qui côtoient un peu encore le corps préfectoral, moi, ils sont peut-être plein de bonnes intentions, mais combien d'effectifs ? Zéro. Enfin, quand je dis zéro, c'est quelques unités parfois dans certaines préfectures. Donc, à un moment, sous-préfecture, pardon. Je pense qu'à un moment, il faut vraiment s'interroger sur cette organisation de la puissance publique, qui, à mon sens, il y a des gens qui veulent pas quitter Paris. Pour pas quitter Paris, on crée des structures qui viennent doublonner des choses. C'est pas acceptable. Vous pensez qu'on pouvait réformer l'État malgré tout, Alain Madelin ? Oui, mais en dehors de cette défense du corps préfectoral, on est bien d'accord sur le fait que tout ce qui vient d'être dit, les doublons, les trucs, etc., ça implique des réformes profondes. Ouais. Je n'ai jamais pris, vous le savez, Nicolas, le critère d'emploi public supprimé comme étant la chose d'une bonne réforme de l'État. Ce qui compte, c'est l'efficacité de la dépense publique et le fait qu'on dépense au bon endroit. Je prends juste un exemple
exemple qui est celui, tout le monde parle de problèmes de sécurité. La sécurité, au bout de la chaîne, c'est le problème pénal. Le problème pénal, ça s'appelle les prisons. Et surtout, ça s'appelle des centres de différenciés pour les mineurs où on les met pas en prison, mais on leur donne en même temps une chance. Et parce que ces instruments pour les mineurs manquent que, in fine, vous avez des multirécidivistes, c'est la situation qu'on a. Donc là, ça faisait partie, à mon avis, des priorités, ne serait-ce même que politiques, et en affichage pour le gouvernement. Je ne comprends pas, effectivement, que depuis le quinquennat de Macron, on ait passé totalement la réforme de l'État sous silence. Vous aimez les lois de finances, Jérôme Dédilhan, vous les lisez avec assiduité tous les ans, vous allez adorer le débat sur les contreparties demandées aux entreprises. Parce qu'il ne sera pas, lui, décentralisé auprès des branches ni auprès des entreprises. C'est bel et bien aux députés de La République En Marche que Bruno Le Maire a demandé de faire la liste. Et là, tout est possible. Ça c'est génial. C'est génial parce que, en fait, c'est un mal typiquement français. On déclare sa flamme aux entreprises, et notamment aux TPE et PME. Vous aviez ce matin un baromètre, et là, qui le disait très bien. On aime beaucoup moins les grandes entreprises. Celles-là, elles sont méchantes, elles sont mondialisées, etc. Alors que c'est parmi les premiers pourvoyeurs d'emplois, notamment sur le territoire français. Mais on les mécanise en cherchant à leur faire faire, en plus de leur métier, qui est quand même de produire des biens et services et de les vendre à des clients en essayant de générer une marge qui crée de la richesse qu'on peut taxer et qui finance le régalien, c'est quand même ça le rôle principal d'une entreprise, on essaye de leur faire faire ce que la puissance publique d'une part ou l'individu, le citoyen responsable d'autre part ne font plus parce que leur responsabilité est émoussée. Et alors moi j'ai joué à me faire la longue litanie de tout ce que mes entreprises produisent déjà comme contrepartie sous la contrainte. Et donc, je vais vous faire la petite liste, c'est pas très long, mais enfin c'est quand même pas mal. Donc, premièrement, assurer la protection des données des citoyens. Ça s'appelle le RGPD, avec des contraintes absolument incroyables, on dépense des fortunes en système d'information. C'est pas pour produire mieux, ou plus efficace, ou un meilleur service au produit, c'est vraiment pour juste assurer la sécurité des données. Percevoir l'impôt. Nous sommes devenus percepteurs avec le prélèvement à la source. Ça, si c'est pas du régalien, vous allez me dire. Vous l'étiez déjà un peu moins. Lutter contre le terrorisme, le blanchiment, plus généralement la corruption. Gérer la santé de nos salariés et de leurs familles. Assurer leur formation et l'adaptation à l'employabilité de nos salariés, protéger l'environnement, bien sûr, réduire les inégalités de patrimoine et de revenus, on réduit les écarts, on a des contraintes sur le salaire, je ne parle même pas des écarts entre rémunération pour personnes de sexe différents, etc. Et puis, la déclinaison de la politique industrielle ou de filière décidée en amont dans le pays centralisé que Christophe évoquait. Voilà tout ce que les entreprises font aujourd'hui. En plus de faire leur métier, c'est-à-dire produire des biens et services, les vendre à des clients, faire de la marge qu'on peut taxer pour financer nos écoles, nos routes, notre police, notre justice, nos hôpitaux, etc. Donc aller plus loin que ça, c'est rajouter des boulets là où on cherche à en enlever en essayant de réduire les prélèvements qui pèsent sur leur compte d'exploitation dans une compétition mondiale qui ne s'est pas émoussée, elle. Voilà. Et donc pour moi le débat sur les contreparties est un mal typiquement français, complètement marxiste, si vous me passez l'expression, et je pense que la meilleure chose qu'on pourrait faire, c'est essayer de prévoir comment on remerciera les entreprises d'avoir contribué à la relance et au redressement de l'économie avec les aides qu'on leur aura données, mais qui ne sont jamais que la prolongation de choses qu'on avait commencé à faire et qu'il fallait faire pour les rendre compétitifs dans un environnement mondialisé, plutôt que de commencer à leur demander des trucs en plus par rapport à cette longue liste de choses qu'elles font déjà. On va pas en rajouter, je crois que le sujet a été traité. La guerre Veolia-Suez, vous vouliez en dire un mot à la Madeleine. Alors qu'est-ce que vous avez? On pourrait en parler tous les jours, il y a un élément nouveau chaque jour, une déclaration un peu acerbe tous les jours. Qu'est-ce que vous avez en tête? Oui, moi, ce que j'ai en tête, c'est moi j'entretiens de bonnes relations avec l'une et l'autre entreprises depuis longtemps, mais je suis libéral et très attaché à la concurrence, très attaché à la concurrence. Nous avons là deux champions mondiaux, ces deux entreprises qui sont les deux champions mondiaux. C'est une situation tout à fait particulière. Imaginez que nous n'en ayons qu'une seule. Ça peut marcher dans les deux sens. En 2012, Suez avait tenté de se rapprocher de Veolia affaibli. C'était absurde. Imaginez que, par exemple, on va déclencher la 5G. Imaginez que nous ayons qu'un gros opérateur de la 5G. Les prix pour le consommateur ne seraient pas les mêmes. Et au niveau mondial, c'est un peu la même chose.
prenez l'exemple du luxe. On a Bernard Arnault et on a Pinault, LVMH et Kering. L'idée de faire une seule grosse entreprise regroupant LVMH et Kering, ce ne serait pas bien vis-à-vis de la concurrence. Là où on a des champions mondiaux, c'est formidable parce que ces champions mondiaux ont besoin de se challenger. J'entends, excepté quand même que Veolia Suez réunis n'aurait que 5 points de part de marché dans leur secteur dans le monde. C'est pas une situation monopolistique. Exact, mais ils auraient la concurrence qu'ils se font est une concurrence qui permet d'avoir des budgets de recherche et des courbes d'expérience à l'échelle mondiale. C'est quelque chose de vraiment utile. Donc il ne s'agit pas de se dire ils vont accaparer le marché mondial. Le marché mondial, il est fait d'énormément d'entreprises beaucoup plus petites, mais il n'en reste pas moins que ce sont les deux champions mondiaux de la France. Et l'idée de se dire on va faire un super champion mondial, c'est-à-dire qui en réalité reviendrait à réduire la concurrence entre les deux, est une idée que je suis mal. Et encore une fois, j'oublie les questions d'emploi, j'oublie les questions d'égo, j'oublie les questions du bridge, j'oublie tout ça. Je me place que d'un strict point de vue de la concurrence. Voilà. Et on a besoin de la concurrence dans tous les secteurs. Par exemple, en France, on a besoin d'une vraie concurrence qui a toujours existé entre deux entreprises importantes dans le domaine de l'eau. D'ailleurs, c'est bien la concurrence réelle sur le terrain des télécoms qui fait qu'aujourd'hui, on a une téléphonie qui n'est pas du tout hors de prix. Allez-y. Oui, je voudrais rajouter 2 angles sur ce dossier. Je ne connais pas bien le dossier en profondeur, mais je connais 2 choses. La première chose, c'est qu'on préférait que nos 2 champions mondiaux consacrent leurs efforts à acheter des concurrents étrangers pour renforcer leur place de marché mondial, tout en maintenant cette concurrence indispensable, parce que le monopole ou l'oligopole se termine rarement bien pour le consommateur, c'est quand même assez simple, en maintenant cette concurrence, notamment en France où elles sont très très présentes, donc partir de leur base française où elles sont fortes, pour aller à la conquête du monde. C'est ça la France conquérante qu'il nous faut. La deuxième chose, c'est que je connais des gens, j'y ai des amis dans les 2 groupes. Et en fait, quand j'étais consultant en stratégie, on faisait des études pour montrer les cas de fusion qui réussissaient, les cas de fusion qui échouaient. Là où 2 et 2 font 3 et là où 2 et 2 font 1,5. Exactement. Et en fait, quand il y a une très forte inimitié culturelle, pour dire des mots, c'est quasiment une litote, une inimitié culturelle forte parce qu'il y a des projets d'entreprise qui se construisent aussi contre des concurrents. Et c'est vraiment le cas dans le cas de Veolia et Suez. Le risque d'échec d'une fusion, et notamment d'une fusion hostile, puisque c'est une fusion hostile, est considérable. Et là, tout le monde perd, y compris le pays, qui va se retrouver avec un champion unique mondial affaibli, alors qu'il avait 2 champions qui pouvaient partir chacun de leur côté à la conquête du monde. C'est un propos qui rejoint à peu près celui qu'Eli Cohen tenait il y a quelques jours. On a 3 minutes 30, j'aimerais faire un petit tour de table pour savoir quelle est la confiance et l'espoir que vous nourrissez encore dans ce qu'on appelle le dialogue social. Le dialogue social à la française, il est hérité notamment d'un vieux texte de 1966 qui, vous savez, avait accordé une présomption irréfragable de représentativité. Alors c'est un peu passé cette histoire, mais c'était merveilleux, la présomption irréfragable de représentativité. Et là, on retrouvait nos 5 traditionnels syndicats de salariés et nos 3 syndicats de patrons. Or, Jean Castex, cette semaine, va lancer, et il y croit visiblement dur comme fer, sa grande conférence du dialogue social. Et ça sonne... Là, pardon ? La 2e grande conférence. Bon, je sais pas, mais enfin, en tout cas, il lance... Il avait fait une en juillet, hein. Oui, mais enfin là c'est le coup d'envoi, Et alors, je sais pas si je vais commencer avec vous, Christophe Sirugue. Est-ce que vous croyez encore, ça sent à plein nez la négo interprofessionnelle au niveau national, où finalement les partenaires sociaux deviennent co-rédacteurs d'une loi qui termine à l'Assemblée nationale, et généralement l'histoire est là pour nous prouver que c'est pas forcément les meilleurs trajets. Sur la représentativité, moi je mets en garde. Quand je regarde le niveau d'élection dans les entreprises lorsqu'il y a des élections professionnelles et que je les compare aujourd'hui au niveau d'élections politiques, je mets en garde sur cette notion de représentativité des uns ou des autres. Je pense qu'à un moment, il y a des systèmes qui existent et il faut être prudent sur ce sujet. Je le dis parce que je sens bien qu'il y a derrière, et toujours d'ailleurs, une mise en cause de la représentation des syndicats que je trouve, assez injuste par rapport à la réalité du monde politique qui lui-même est aujourd'hui dans des situations particulières. Juste pour cet élément-là. Le deuxième, c'est que la vie dans l'entreprise, à un moment ou à un autre, c'est quand même un ensemble où il y a le dirigeant, où il y a les salariés. Et la question du dialogue entre les salariés et les dirigeants, elle s'organise.
Elle s'organise avec des organisations syndicales ou pas, ça dépend de la taille des entreprises. Je ne reviens pas sur tous les textes de loi auxquels j'ai pu d'ailleurs contribuer en tant que rapporteur. Mais cela étant, je pense que ce pays est un pays qui s'est construit sur cette notion de dialogue social. Et j'entends ce qui est dit sur parfois la lourdeur que cela peut donner. J'entends ce qui est dit sur est-ce que finalement il n'y a pas des sujets sur lesquels on passe des jours, des mois, des années, alors que d'autres peut-être seraient plus urgents. Sans doute. Je crois encore profondément que la France, ça a une histoire. Et l'histoire sociale est un enjeu fondamental. Et je pense que Jean Castex, dans son parcours, dont on voit bien quelles sont ses racines, je pense qu'il est conscient de cela et que dire du jour au lendemain, je vous rappelle quand même que le début du quinquennat, c'était ça, les partenaires sociaux de côté, et en gros, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais diriger. Vous allez voir ce que vous allez voir, je vais diriger. On revient à une nécessité d'un dialogue, parce que la France est construite comme ça. Alors encore une fois, c'est parce qu'elle est construite comme ça qu'elle n'est pas, qu'on ne peut pas la changer. Mais vous savez, la mentalité d'un pays, l'état d'esprit d'un pays, c'est aussi important quand on veut le diriger. On a 15 secondes, je ne sais pas, Jérôme, si vous avez un mot à ajouter. Moi, mon expérience, c'est que j'ai beaucoup plus confiance dans la réussite d'un dialogue subsidiaire organisé au niveau de chaque entreprise. Voilà. De son bassin d'emploi, de sa réalité géographique, de la réalité de la composition de son capital, que dans un dialogue national. Et en même temps, comme le dit Christophe, la France est centralisée, elle a cet historique de dialogue social, et on voit bien qu'on a besoin de faire évoluer ça pour faire les grandes réformes dont on a besoin, réforme des retraites notamment, qui est toujours en chantier, et sur lesquelles on ne peut pas faire aujourd'hui sans les partenaires sociaux à l'échelle nationale. Eh ben faisons foi dans l'habilité de Jean Castex, qui va donc réunir les partenaires sociaux. Si je ne m'abuse, ça se passe demain mercredi. C'était aujourd'hui Jérôme Dédéan, Alain Madelin, Christophe Sirugue. On se retrouve demain à 9h.